Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec certains le décrivent comme un hamdouchi, pas comme les autres, mais il est plus juste à mon sens de parler de lui comme d'un hamdouchi comme les autres ou d'un hamdouchi point. Pour certains, son parcours peut sembler déroutant. C'est étrange et triste, comme on a tendance de plus en plus à vouloir impérativement mettre les êtres humains dans des cases et de voir comme atypiques tous ceux qui s'ouvrent au monde, à ce tout dont nous ne faisons qu'un, et de s'y retrouver, de le chérir et parfois même de l'enrichir. Notre invité d'aujourd'hui est Frédéric Calmès, musicien, conteur et journaliste. En arrivant au Maroc à l'âge de 24 ans, Frédéric Calmès était loin de se douter qu'il allait vivre une expérience artistique, spirituelle, mystique et surtout humaine extraordinaire. Le hasard, qui n'est autre que l'ombre de Dieu, où cette énergie qui nous guide et nous entoure le mène sans rendez-vous à la rencontre d'un homme qui allait changer sa vie, un hasard ou une rencontre, ne va-t-il pas mieux que 1000 rendez-vous, comme il le dit lui-même? Cet homme, c'est le Mqaddam Abdelrahim Lamrani, un des derniers chefs de groupe de la confrérie d'Ahmed Shah de Fès. Il devient son disciple et s'immerge dans la culture et la musique marocaine profonde. Les rythmes hamdouchi deviennent alors un exutoire essentiel pour lui. Et avec son maître et leur troupe, ils se produisent dans de nombreuses scènes nationales et internationales. Son rêve, contribuer à la préservation de la confrérie soufie des Ahmed Shah, sa musique surtout, qu'il considère comme un élément important du patrimoine culturel marocain et qui risque de disparaître aujourd'hui à cause de la rupture de la chaîne de transmission, d'autant plus qu'il s'agit d'une musique vivante et populaire qui se transmet oralement et s'apprend directement par quelques maîtres rares et derniers gardiens du temple. Frédéric Calmès, le conteur, est aussi à l'origine de la compagnie Les Chemins du Monde. Raconte-moi le Maroc extraordinaire, un concept artistique dans la pure tradition des troubadours du Moyen-Âge où se rencontrent la parole et la musique et qui nous invite à plonger au cœur des grands moments oubliés et fascinants de l'histoire marocaine. Journaliste, il présente et produit depuis de nombreuses années sur une radio marocaine l'émission Authenticia, une série de documentaires consacrés à l'artisanat et à l'art marocain. Mais il nous fait le grand plaisir d'être sur notre plateau aujourd'hui. Frédéric Calmès, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un véritable plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est moi. Alors, vous êtes né à Nancy, en France, et vous avez commencé à gratouiller la guitare très jeune. Et vous avez fait même des études de musicologie à Nancy, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé la musique avec mon papa, figurez-vous, qui jouait en amateur de la guitare. Et tout petit, avec mes sœurs, il nous chantait des chansons pour nous endormir. Oui. Et puis un jour, je l'ai regardé et je lui ai dit « Est-ce que tu ne voudrais pas m'apprendre à jouer de la guitare ?» Je devais avoir 9 ou 10 ans. Il a dit « D'accord ». Et l'aventure musicale a commencé comme ça. Alors, au conservatoire, un jour, vous allez découvrir un autre instrument qui n'était pas chez vous, que vous ne connaissiez pas. C'était le luth, le oud. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Absolument. Alors, ce n'était pas au conservatoire. Pas au conservatoire. En réalité, je faisais de la guitare au conservatoire de façon très classique, avec des partitions et l'étude seule. Et vous vous ennuyez un petit peu. Je m'ennuyais un petit peu. Ouais. Et j'ai un ami un jour qui m'a dit « Il y a une école de musique, petite école de musique municipale dans la banlieue de Nancy où on l'enseigne la derbouka, la musique orientale. » Ouais, alors j'ai dit oui, c'est ça. On est parti là-bas. Et ça a été un coup de foudre immédiat de découvrir qu'on n'était pas obligé d'apprendre la musique sur des partitions comme ça, derrière un bureau, un pupitre, mais de l'apprendre en cercle, en groupe, de façon orale. Ça m'a immédiatement, ça m'a plu. C'était festif, c'était joyeux, c'était bienveillant. On dansait les rythmes, on chantait les rythmes, on se mettait debout, on pratiquait, et c'était collectif. Alors, en France, vous allez commencer à faire des stages de formation en musique arabe, c'est ça, en luth, genbri, et vous allez avoir des maîtres de luth, dont un grand maître de luth qu'on va voir. Absolument. Lui, ce monsieur. Absolument, à qui je dois beaucoup, à Marc et à son fils, parce que j'ai commencé avec Thomas Lopuitz, son fils à Nancy. Oui. Thomas. Et on le voit avec lui d'ailleurs. Absolument, absolument, les deux Lopuitz. Et dans cette même école de musique dont je vous parlais, il y avait le cours de percussion. Et à la fin du premier cours, je sors dans les couloirs et j'entends comme un son de guitare un peu étrange que j'avais jamais entendu. Je m'approche,
je pousse la porte, et là, devant moi, pour la première fois, je découvre le oud. Et là, ça a été immédiat, ça a été un coup de foudre. Je faisais de la guitare, je découvre le oud, qui est un proche cousin, et je me dis, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je m'inscris à l'école, je commence à prendre des cours avec Thomas, je me passionne, et un jour, Thomas me dit, il faut que tu partes à Lyon, il faut que tu ailles voir mon papa, à l'École nationale de musique de Villeurbanne, à côté de Lyon. Et je suis parti là-bas. J'ai étudié 1 an avec Marc. Oui. Et Marc, il a passé beaucoup de temps au Maroc. Il avait notamment vécu à Fès, il a appris le oud, il a appris la musique andalouse là-bas à Fès, il a aussi appris le lotar du côté de Khnifla, dans les montagnes du Moyen Atlas. Et il a vécu plus de 15 ans au Maroc. Et du coup, en passant du temps avec Marc à Lyon, il m'a transmis doucement une sorte de virus. Oui. Le virus de la musique marocaine. Alors, c'est lui qui vous a donné l'idée ou l'inspiration de venir au Maroc à 24 ans? Il m'a jamais dit pars au Maroc. Avec lui, j'ai aussi étudié de la musique turque, de la musique du Moyen-Orient. Mais il y avait quelque chose de frappant, d'extrêmement puissant, qui m'a tout de suite pris en étudiant la musique traditionnelle marocaine avec lui. J'ai étudié 1 an, et puis je suis parti, j'avais 20 ans, je suis parti en voyage au Maroc. Pardon, je n'avais pas 20 ans, non, j'avais 23 ans en réalité. Oui. Je suis parti 1 mois dans les montagnes du Moyen Atlas. J'en suis revenu bouleversé, absolument bouleversé. Et je me suis préparé à ce moment-là pour venir au Maroc, notamment à Fès, pour étudier la musique. À la base, c'était pour étudier la musique, pour apprendre l'arabe aussi. Et puis parce que Fès, pour vous, c'était... Ça, c'est pas Fès. C'était le carrefour... Ça ressemble, mais c'est pas Fès. Oui, c'est pas Fès. Ça, c'est Fès. C'était un carrefour de civilisation parce que tout se mélangeait, la civilisation arabe, berbère, andalouse, juive. Absolument. C'était... on ne s'en rend pas compte, mais le Maroc, c'est une grande nation musicale, où les musiques traditionnelles, les musiques anciennes, ancestrales, sont encore très présentes, très jouées. C'est un carrefour. C'est un carrefour, comme vous l'avez dit, évidemment, entre le Sud, entre l'Afrique, entre les influences andalouses, entre l'Orient, même entre l'Occident. Oui. Et il y a une possibilité, notamment à Fès, grande ville traditionnelle, où beaucoup de choses sont encore en vie, d'apprendre et de se frotter à un nombre considérable de répertoires, de la musique la plus savante, la plus subtile, la plus complexe. Je pense notamment à la musique andalouse, aux musiques les plus populaires, les plus chaudes, les plus riches, qui sont aussi présentes, comme les musiques chabi ou les musiques des confréries, ou le melhoun, et j'en passe. Oui, vous avez aimé la ville de Fès au point de décider de vous y installer. Vous vivez toujours à Fès, d'ailleurs. Et vous avez choisi de vivre un petit peu loin de Fès. Est-ce que c'est vrai que la maison, vous l'avez construite de vos propres mains? Alors oui. J'ai rencontré Yassine Laouni et sa famille, qui sont devenus un peu ma famille adoptive. Aïcha, c'est devenu un peu ma maman d'adoption. Et il se trouve que eux, ils sont nés, en tout cas Aïcha, elle est née dans un petit village à 35 km au nord de Fès. Et on partait, je dirais, en famille un peu là-bas, les week-ends, et je suis tombé immédiatement amoureux de ces petits villages avec les toits en pente, comme ça, c'est spécifique du pays Jbella, avec les maisons en terre chaulées. Et j'ai eu envie de pouvoir passer du temps là-bas et de m'y installer. Ça a été possible. J'ai construit du coup une petite maison en terre et en bottes de paille avec le toit en pente et je me suis installé là. Et je vis maintenant depuis combien de temps? 20 ans? Ouais, depuis pas loin de 20 ans. 20 ans, depuis 20 ans. Alors, au départ, j'imagine que vous n'avez pas l'intention de passer autant de temps au Maroc. Non, je venais pour approfondir ma pratique musicale, apprendre la langue un peu, découvrir la culture. J'imaginais rester 6 mois, 1 an peut-être. C'est ça. Et puis, il s'est passé quelque chose dont vous avez déjà parlé, mais c'est toujours une très belle rencontre. On va encore vous faire reparler de ça. Parce qu'un jour, vous voyez un spectacle à la télévision de Ahmed Shah avec un monsieur que vous ne connaissiez pas à l'époque, qui était le Mqaddam, qui était le maître. Et puis, vous sortez, je ne sais pas si c'est le jour même ou un autre jour, et puis vous le rencontrez dans un café. C'est le Mqaddam Abdelrahim Amrani. Racontez-nous cette rencontre formidable. Absolument. Eh bien, j'étais chez Lala Khadouj. Et je me souviens, j'étais en train de me reposer sur un canapé et la télévision était allumée presque jour et nuit dans la cuisine. Et j'entends un moment un rythme, une musique incroyable. Je me suis retrouvé comme attiré devant la télévision et là, je vois une musique que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. C'était pas des Issawa, c'était pas des Gnawa, c'était... Je ne savais pas ce que c'était. Et 2 jours plus tard,
je vais à un concert à l'Institut français, et là, je vois un groupe étonnant, un mélange de musique marocaine, populaire, joyeux, festif, très très beau, et je suis enchanté. Et le lendemain, juste à côté de chez Lala Khadouj, au café, je revois le monsieur qui chantait la veille, un des messieurs. Alors, je vais le voir et je lui dis, écoutez, moi je suis là depuis un mois et demi, je suis venu pour apprendre la musique populaire, la musique chabi, la musique marocaine. Et vous voudriez pas m'enseigner ce que vous avez chanté hier? Personne n'était absolument ravi. Il m'a dit, d'accord, viens chez moi l'après-midi, j'y vais. Ça l'a pas rebuté ou il n'a pas trouvé ça étrange que vous soyez français? Il a été surpris, on ne lui avait jamais posé cette question, il m'a dit, bien sûr. Et d'autant que c'est un musicien accompli. Oui. J'arrive chez lui et il me dit, vas-y, chante-moi quelque chose. Et je commence à chanter un petit chant gnawa que j'avais appris récemment, qui faisait Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, day. Et là, il s'arrête, il se met debout, il me dit, il m'arrête, et il me dit, mais non, ça, ce que tu chantes, c'est pas gnawa. Ce que tu chantes, c'est hamadja. Et il se met à chanter avec le rythme des hamadja. Allah, 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 la ilaha illallah, Allah, day. Et là, moi, je le regarde et je le reconnais. C'était le Moqaddam, le chef de groupe que j'avais vu à la télévision quelques jours plus tôt. Et il vous valide. Et c'était Abdelrahim Abrani Marrakchi. Et je lui dis, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'enseigner cette musique, ce répertoire? Je trouve ça extraordinaire. Et il m'a dit, d'accord, il était surpris. Il ne savait pas que vous jouiez du luth? Non, il ne savait pas. On ne se connaissait pas, on venait de se rencontrer. Et il m'a dit, d'accord, reviens demain. Et puis, je suis revenu le lendemain, et puis le jour d'après, et pendant des mois, je suis allé tous les jours chez lui. Il m'a transmis le savoir-faire. Et un jour, il me dit, après plusieurs mois, viens demain sur la place du marché. Là, on est monté dans un camion. J'ai vu plein de gens que je ne connaissais pas. Il y avait des caisses. On est parti dans les montagnes, du côté d'Imouzer. On est rentré dans une maison. On a déballé les caisses. Il y avait des costumes. On m'a habillé avec le reza, avec la djellaba, avec le belra. Là, c'était pas Handira, c'était djellaba hamra, je me souviens. Il y avait l'alam, les drapeaux. Oui. Et puis, il y avait plein de gens bien habillés. En fait, c'était une cérémonie hamacha dans les montagnes, une lila. Moi, je me suis caché dans un coin. Je n'avais jamais encore assisté à une lila. Et ils ont commencé à jouer. Les gens ont commencé à faire la hadra. Et puis, à un moment, à la moitié de la cérémonie, Abdelrahim Amrani s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a appelé, il m'a dit « Maintenant, c'est à toi de jouer ». Il m'a tendu le gembri. Je suis arrivé en sueur, comme ça, je me souviens. Ouais. Tout ému, et j'ai commencé à jouer ce qu'il m'avait enseigné patiemment. Et puis la cérémonie a repris, les gens ont recommencé à se balancer d'avant derrière. Et comme ça, jusqu'à la fin de la cérémonie. Et à la fin, Abdelrahim est venu voir, il m'a dit « Écoute, si tu veux rester avec nous, tu peux ». C'était le début de l'aventure. Oui, c'est génial. Et c'est l'un des derniers grands maîtres d'Ahmed Shah de Fès, parce qu'il y a d'autres Ahmed Shah. Et pour le plaisir et lui rendre hommage, on va voir une petite vidéo tirée d'un documentaire, docu-fiction que vous avez écrit et co-réalisé avec un collègue. Avec, Julien Gilles de Lalonde. Oui, et on le voit parce qu'il continue, il s'accroche pour transmettre cet héritage. On voit un petit extrait. هذا الشيء ما فيش الضحك، خصو الحال تخدم من الاعماق ديال قلبك. اش تنقولوا في الحزب؟ شنو تنقولوا في الحزب؟ لنا الطريقة الصوفية هي المسمية بالشاذلية، توسلنا بسياد الخليقة محمد يسلك بنا طريقة، حقق لنا الطريقة الصوفية هي المسمية بالشاذلية، توسلنا بسياد الخليقة محمد يسلك بنا طريقة. تبارك الله عليكم. دابا هلتوات. Génial de devoir travailler avec ces petits jeunes. Moi, je voudrais savoir, parce qu'il y a les rythmes Aïssaoui, Gnawi, autres, et puis d'autres qui ont disparu, des talras qui ont disparu. Quelle est la particularité du rythme du Mizan Hamdouchi? Qu'est-ce qui vous a attiré? La musique, les rythmes, la poésie? C'est tout ça en réalité. Évidemment, ce premier soir devant la télévision, devant cette émission, ça a été d'abord le rythme. Très, très étonnant.
notamment de la hadra des Ahmad Shah. Ouais. Toum, toum, Ouais, la toum, trance, ouais. toum, 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 Ouais. toum, toum, toum. Tout à fait spécifique et qu'on reconnaît immédiatement. Il n'y a pas que la hadra d'ailleurs, il y a aussi l'unasa skhira, tac, tz, tac, tz, tac, tz, tac, 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 qui amène comme ça une espèce de transe légère, une forme de concentration très, très intéressante, très étonnante, et notamment cette partie-là, elle permet, ce sont des espèces de madih, comme ça, ce sont des espèces de louanges, des louanges, que l'on je chante, ça peut durer 2 heures, où on se prépare tout doucement Oui. à un état un peu extatique, comme ça, qui amène vers la hadra al-kibira. Et ça, c'est très particulier. Ce ne sont pas des rythmes qui sont très dansants, comme la Issawa qui invite à la fête, mais qui sont vraiment connectés à une pratique spirituelle et qui sont connectés à la transe et qui font que le répertoire des Ahmad Shah est à la fois difficile, profond, étonnant et encore assez préservé, encore assez intact. Après, il va vous faire découvrir, bien sûr, Sidi Ali ibn Hamdouche, parce qu'Ahmad Shah, c'est le Rouali, c'est de là qu'ils viennent. Et on va voir, ça, c'est une photo ancienne de Sidi Ali ibn Hamdouche, du mausolée. Il y a d'autres photos. Là, c'est Sidi Ali ibn Hamdouche, sur les hauteurs près de Zarhoun. C'est une région particulière, parce qu'il y a beaucoup de saints. Sidi Ali ibn Hamdouche, c'est Ahmed Drouri, son disciple, il y a Moulay Idriss Zarhoun, il y a Kamel, Sheikh el-Kamel, à Meknès. Alors, et vous allez vous produire là-bas, surtout pendant les moussams, et on va voir un extrait de vous, avec la troupe dont vous faites partie, votre troupe, lors d'un moussam de Sidi Ali ibn Hamdouche. Là, ça se passe à l'intérieur du mausolée. Absolument. Donc ça rajoute quelque chose de fort, spirituel et de mystique de le jouer dans le mausolée de Sidi Ali ibn Hamdouche. Vous, quand vous jouez ici, c'est différent quand vous produisez sur scène ou c'est la même chose? Alors, le moussem, c'est particulier. Alors le moussem, c'est particulier. Le moussem, c'est le point de convergence, en fait, de la confrérie des Ahmad Shah, parce que c'est là où bien sûr, où il y a mausolée de Sidi Ali ibn Hamdouche. Mais ça fonctionne aussi très bien pendant les lilas, quand on est chez les gens. Oui. Par contre, quand on est sur des festivals, c'est un peu différent. Oui. On arrive quand même entre nous à ressentir ce qu'on appelle le hal, quand on est sur scène. Et parfois, notamment au Maroc, il se passe des choses avec les gens aussi, parce qu'une cérémonie, c'est pas justement des artistes qui sont sur scène coupés du public. Non, une cérémonie, c'est tout le monde. Vous voyez, il y a les gens qui sont là. Oui. Autour avec nous, c'est tout le monde qui est important. Ceux qui jouent et ceux qui suivent et qui font la hadra. Oui, et qui font la hadra. Et ça, c'est très important parce que cette musique aussi, pour certains gens à qui ça parle, à qui ça touche, c'est une thérapie. C'est un exutoire, surtout les lilas et la hadra. C'est pour ça qu'on appelle le hal. Et pour le hal, il faut qu'il y ait le gouel et le nera. Ouais. Alors, Nera, pas nécessairement, mais le gouel. Mais le gouel ou la raïta. Ou la raïta. Le Nira, c'est un peu la version d'intérieur de la raïta. Quand on veut jouer doucement, on joue la petite flûte en roseau. Mais sinon, quand on veut faire la grande hadra en extérieur, même en intérieur parfois, mais quand on veut mettre toute la dynamique de la hadra, on utilise la raïta. La raïta. Alors, c'est très important. Et j'ai envie de voir encore un tout petit extrait pour voir ce que ça peut faire et ce que ça peut déclencher chez les gens. On voit l'extrait de la scène de la hadra.
Frédéric Almès, maintenant vous êtes habitué, mais la première fois que vous avez vu la hadra et des gens entrer en transe, vous avez trouvé ça étrange? Qu'est-ce que ça vous fait? Ces gens, ils n'ont rien pris, pas de produits hallucinogènes, rien. C'est que la musique qui déclenche ça. Alors la musique... C'est important parce que vous me dites que c'est une soupape. Bien sûr. Alors la musique est aussi quels esprits sont appelés, parce que là, en l'occurrence, on est à Sidi Ali, sous les tentes, avec des Hamadcha du Gharb, et qui, ou même peut-être ils sont peut-être carrément du Zarhoun, eux, mais ils ont une spécialité, c'est d'appeler et d'invoquer les esprits. Les esprits, on sait bien qu'au Maroc, c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Et là, notamment, c'est... Quand on invoque, par exemple, la Aïcha. Sidi Ali ibn Hamdouche, c'est la Aïcha. Alors, Sidi Ali ibn toute la Hamdouche, légende. c'est un wali. C'est un wali. Et effectivement, il y a la Aïcha pas très loin, dans l'univers traditionnel des Hamadcha. Et puis, il y a toute la cohorte, on appelle ça la cohorte des esprits. Oui. Et la Aïcha, c'est la reine des esprits. Il y en a d'autres. La reine des esprits. Parlez, je vous prie, de Sidi Ahmed Drouri, comme je suis Drouri, s'il vous plaît. Sidi Ahmed Drouri, c'est lui qui a ramené la Aïcha dans les légendes de ce qu'on raconte. Absolument. Alors, on dit que c'est son disciple, on dit que c'est son ami, selon les versions. Oui. Et un jour, Sidi Ali, il a appelé Sidi Ahmed Drouri et lui a dit « Tu vas partir au Soudan ». Sidi Ahmed Drouri lui a dit « Mais c'est loin, le Soudan ». Il lui a dit « T'inquiète pas, ferme les yeux ». Sidi Ahmed a fermé les yeux et quand il les a rouverts, il s'est retrouvé au Soudan. Et Sidi Ali a envoyé Sidi Ahmed Drouri au Soudan pour qu'il récupère le gouel, la percussion qu'on utilise, la flûte nira dont vous parliez, et qu'il libère la Aïcha. Sidi Ahmed Drouri est arrivé au Soudan devant un château, il est entré dans le château, et quand il est entré, tout le monde dormait, les gardes, les courtisans. Il est entré dans la grande salle du trône, et sur le trône, il y avait un roi, et ce roi-là aussi dormait. Et à la gauche, il y avait la flûte nira, à la droite, il y avait le gouel, et enchaîné devant le trône, assise, il y avait Aïcha. Aïcha qui ne dormait pas. Une femme noire. Absolument. Sidi Ahmed s'est approché, il a récupéré le nira, il a récupéré le gouel, il a libéré Aïcha, ils sont repartis. Et au moment où ils sont sortis du palais, tout le monde s'est réveillé. Aïcha et Sidi Ahmed sont partis en courant dans le désert, poursuivis par les gardes. Et au moment où les gardes allaient récupérer, allaient attraper Sidi Ahmed et Aïcha, Sidi Ahmed Drouri, il a demandé à Ali de faire quelque chose, à Sidi Ali de faire quelque chose, et à ce moment-là, il y a eu une pluie de grenouilles sur les pauvres gardes du Soudan. Oui. Et c'est comme ça que Sidi Ahmed Drouri et Lala Aïcha ont pu rejoindre le mont Zarhoun. Oui, alors quand il est arrivé, son maître était décédé. Absolument. Voilà, pour exprimer sa tristesse, il a commencé à se taper la tête, d'où la tradition d'Ahmed Shah de fracasser ou des pots de terre, ou bien parfois même avec des haches. Ça se perd, ce genre de choses, mais ça existe pendant le Moussam. Encore un peu, notamment justement les Hamadcha du Gharb ou du Zarhoun, qu'on a vu, plutôt les campagnes qui continuent à pratiquer ce moment fort de la Hadra, qui est ce moment où on se frappe le crâne avec une petite hache ou avec des pots en terre. Oui. Rien que ce geste-là, dans la tradition, ça veut dire Hamadcha. Ça signifie. Mais ils ne sentent rien à ce moment parce qu'ils sont en état de transe, ils ne sentent pas la douleur. Absolument. Alors, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas s'ils ne sentent rien, mais en tout cas... Eux, ils disent qu'ils ne sentent rien. Après, le vrai et du faux. Alors, le problème, c'est que la tariqa hamdouchia, elle est en train de se perdre. Et justement, c'est un combat, c'est un engagement pour vous. Avant, il y avait 1 millier de troupes. Combien il en reste aujourd'hui ? Oui, à Fès, dans les années 50, comme vous disiez, il y avait sans doute plus d'1 millier de Hamdouchi. Et là, aujourd'hui, on est peut-être 25 à Fès. Ah oui, à peine. À peine 25, oui. Il y a une urgence de préservation. Oui. Alors, il y a une rubrique dans cette émission qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet que vous avez ramené avec vous, Frédéric Almès. Objet. Votre objet, Frédéric Almès. Évidemment, c'est ce gembri. Ce gembri. Le hajouj, comme on l'appelle aussi chez les Hamadcha. Eh bien, c'est un instrument qui a radicalement changé ma vie.
Évidemment, il ne vient pas tout seul. Ça, c'est le gambri du maître Abdelrahim Amrani. Ah oui. Et il me l'a Et prêté. il vous l'a prêté. Il me l'a prêté pour aujourd'hui, mais j'ai travaillé longtemps sur cet instrument. Oui. À la maison, il me l'a prêté aussi pour que je travaille. Et c'est l'objet qui a été un objet central à un moment dans ma vie. J'avais 24 ans, 25 ans. Et c'est par lui, en fait, que je suis rentré dans la confrérie des Ahmad Shah et que je suis resté au Maroc et que tout ce qui s'est suivi ensuite. Que vous êtes là tous les deux, vous et le gambri de Sidi Abdelrahim Amrani, qu'on salue. Est-ce que vous pouvez jouer un petit air ou chanter un petit air Hamdouchi? Avec grand plaisir. Je vais prendre une petite seconde pour m'accorder. Oui, je vous en prie. الله 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 ما علينا محن علينا الله 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 ما علينا محن علينا أطير على وعلى أطير على وعلى أطير على وعلى على جناح للجنة ويا مولاي إدريس الله. Merci beaucoup, c'est magnifique. Alors, maintenant, parfois, Sidi Abdelrahim Amrani, il vous laisse mener la troupe parce qu'il s'appuie aussi beaucoup sur vous. Alors, il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin. Vous participez au rituel, soit comme percussionniste, soit comme luthiste ou bien chanteur, mais aussi en tant que chercheur, et c'est très important, parce que vous essayez de toujours d'aller plus dans la compréhension de la confrérie et dans le travail d'archivage et de conservation. Absolument. Et ce travail, je ne le fais pas seul. Je le fais également avec Abdelrahim Amrani, qui, lui également, est un grand passionné, et au point où il en est devenu un érudit. Oui. Il connaît les qasaïd de la tariqa Hamdouchia sur le bout des doigts. Il en a collecté de très nombreuses, même de très anciennes, qu'on ne chantait plus, et qu'il partage avec les autres Ahmad Shah du Maroc, d'ailleurs. Et l'idée, c'est de préserver ce répertoire, ces poésies, avant qu'elles ne disparaissent. Oui. Vous avez 1000 personnes dans les années 50, 25 aujourd'hui. Il y a un vrai danger de disparition. D'où l'importance aussi de collecter, d'archiver, mais aussi de former. Parce que ce n'est pas parce que vous avez archivé que ça va rester en vie. Une fois que c'est dans les livres et qu'il n'y a plus personne pour le chanter, eh bien, quelque part, ça a déjà disparu. Oui. Et d'où l'importance de ce que Abdelrahim a beaucoup fait, qu'on a fait ensemble, c'est former les jeunes. Oui. Les enfants, les petits-enfants des anciens Hamdouchi, les enfants du quartier qui étaient autour, près de la Zawiya. C'est d'essayer de redonner le goût aux jeunes, l'appétit de pratiquer ces savoir-faire. Et ça marche. Ça marche. On a formé une quinzaine de jeunes qui maintenant sont grands et qui maintenant chantent avec nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de confréries anciennes qui ont disparu. Il y a par exemple la confrérie, qui entend encore aujourd'hui parler de la Sadqiya. Oui, par exemple. Par exemple, il n'existe plus, non. Il n'y a plus aucune trace. Les derniers sont morts dans les années 90. Oui, et puis on a aujourd'hui qui... Bon, ça c'est un débat. Les fusions, comme pour les Gnawa, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour les fusions, pour les Ahmad Shah, est-ce que vous en avez déjà fait? Alors, on en a déjà fait. On a effectivement joué avec des gens qui ont fait du jazz, l'Orchestre national de jazz de Paris, par exemple. On a même travaillé une fois avec un DJ. Oui.
Ce qui est intéressant avec ce genre de fusion, excusez-moi, ce que je disais, ce qui est intéressant avec ce genre de fusion, c'est que ça permet à la confrérie d'être encore vue, d'être encore entendue, qu'elle reste attractive d'une certaine manière. Elle renforce aussi l'engagement des confrères qui sont dans la confrérie, qui voient aussi là des possibilités de voyager, de rencontrer, de découvrir. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours que les principales activités de la confrérie soient traditionnelles. Ça reste quand même les lilas, le cœur de ce qu'on fait avec les hamachas. Et de temps en temps, on fait des choses un peu plus contemporaines, un peu plus modernes. Mais toujours jouer dans les lilas, dans les cérémonies, pour les gens, avec les gens, parce que c'est à ça que ça sert. Absolument. On va voir encore un petit extrait d'à peine 1 minute d'une, je ne sais pas si c'est une lila ou c'est un spectacle dans un festival. Je crois que c'est à Dartezi, ça. On va voir un petit extrait. Alors, vous n'êtes pas tout le temps qu'avec les hmatcha, parce que vous faites beaucoup de choses à côté, et parmi vos activités, et parmi ce que vous faites, vous êtes conteur. Et vous avez lancé, vous êtes à l'origine d'un projet magnifique, celui de la compagnie Les Chemins du Monde, avec deux de vos compères, Étienne Gruel, un grand percussionniste, lui aussi passionné de musique orientale, et Léo Fabre-Cartier. C'est quoi l'histoire? Ça, on va les voir tous les deux après. C'est quoi l'histoire de cette compagnie? Alors, la compagnie, nous l'avons cofondée. Oui, vous avez cofondé, ok. Avec Étienne Gruel, avec Léo Fabre-Cartier, que nous voyons ici. On va voir leurs photos tous les deux. C'est un excellent joueur de oud et qui apprend le lotar dans les montagnes de Khenifra avec Younes Bahami, qui est le disciple de Rahmouf Mohamed Al-Wisha. Et puis, la jeune demoiselle blonde qui est en dessous sur l'image, qui est néo-zélandaise et qui est repartie chez elle malheureusement, mais qui était la chanteuse qui, avec nous, chantait dans les spectacles et qui a fondé la compagnie Raconte-moi. Le Maroc extraordinaire, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'était raconter pour tous, notamment pour les petites oreilles, les moments étonnants et méconnus de l'histoire du Maroc. C'est un moment où vous, vous fusionnez, enfin, vous faites la rencontre entre la parole et la musique. Absolument. Et le premier et là, vous avez apporté votre héritage, là, du coup, l'héritage européen, l'héritage des troubadours, un peu. Un petit peu, il y a cette tradition de raconter, de chanter, de danser aussi, parce qu'on danse aussi sur scène. Et en tout cas de raconter. Les troubadours faisaient beaucoup ça. Ils chantaient, ils racontaient parfois en chantant, racontaient des histoires. Et je vous disais, on est à Rabat, et le premier spectacle que l'on a écrit raconte justement l'histoire étonnante des corsaires et des pirates de Rabat. De Rabat. De Salé, en fait. De Salé et de Rabat. Ouais. Pour vous dire, c'était ceux de Rabat. Parce que la rade de Salé était ensablée depuis des siècles. D'accord, parce qu'on dit toujours les corsaires de Salé. Et pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Rabat s'appelait Salé le Neuf en français. D'où la confusion. D'accord. On va voir un extrait de ce que vous faites dans les chemins du monde avec vos deux amis. On regarde, voilà, c'est la compagnie. Ça, c'est Estivanico. Bon. Le chaman, il a approché de sa bouche le petit bol de bois et il a fait couler dans sa gorge la sève sacrée. D'abord, il a eu froid, et puis il a eu chaud, et il a eu peur. Et il a senti son corps inondé de joie. Il arrive. Qu'il est le yeah, qu'il est le yeah. Il est grand comme un
comme le soleil, il est fort comme un ours, il est noir comme la nuit, il viendra parmi les blancs, de l'autre côté de l'océan, tous le suivront, tous l'aimeront, c'est le fils du soleil. Qu'il est l'élé, qu'il est l'élé. C'est pas mal du tout, hein. C'est franchement... Merci. Parce que on n'a pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'il y a ce que vous comptez. Et puis, là, vous travaillez sur autre chose, sur un autre projet. Parce que sur des chansons, on dérija. Et vous avez donné même un nom. Absolument, absolument. Avec les amis de la compagnie Les Chemins du Monde, où on raconte le Maroc qui nous passionne, l'histoire du Maroc, Oui. et on essaie de le raconter au plus grand nombre, notamment aux petits, je vous disais. Oui. Eh bien, on est musiciens et à un moment donné, on a eu envie de plus simplement raconter, mais aussi de chanter, de chanter le Maroc. Et on s'est mis à écrire des chansons en s'inspirant de la musique traditionnelle marocaine, notamment du chabi et d'autres choses, et à écrire des paroles en dérija. Oui, oui. Et de chanson en chanson, on raconte avec notre les amour, enfants, notre passion, Oui. notre passion du Maroc. Et le groupe s'appelle Wouled El Bled. Ouled le bled. Et on est quatre, comment on pourrait dire, quatre gouers. Oui, 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 On oui. est oui, quatre oui. Français. Il y a avec nous une chanteuse. Et on chante ces chansons. On sort de studio. On a fini de les enregistrer, fini de les écrire. On a tourné déjà quelques clips. Et nous allons les sortir dans les semaines, maximum les mois qui viennent. Nous allons mois qui viennent. sortir ces chansons du groupe Wouled El Bled. Ouled le bled. Mais on a oublié de montrer quelqu'un qui vous a beaucoup aidé et inspiré. C'était votre maître conteur. J'espère qu'on verra sa photo. Celui qui vous a initié à l'art de conter. C'est lui, c'est ce monsieur. Absolument. Comment il s'appelle? Il s'appelle Serge Lali. Serge Lali. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer trois personnes très inspirantes. Marc Lopuit, tout à l'heure, qui m'a transmis vraiment ce goût du voyage, du Maroc et de la musique marocaine. Abdelrahim Amrani, au Maroc, bien sûr, ici. Serge Lali. Et puis Serge Lali pour la parole. Je faisais un concert, j'étais au lycée, je faisais un concert de oud en France. Et à la fin du concert, il y a un monsieur qui est venu me voir, comme ça, avec sa barbe. Puis il me dit « Bonjour, je m'appelle Serge, je suis conteur et je fais un spectacle sur les 1001 nuits. J'aimerais bien que tu m'accompagnes, si tu es d'accord, avec ton oud. » Je ne savais pas ce que c'était un conteur, je ne savais même pas que c'était un métier, qu'on racontait encore des histoires. Ouais. Et j'ai dit oui, et grand bien m'en a pris, parce que je suis resté assis à côté de lui pendant 4 ans, à l'accompagner pendant qu'il racontait ses histoires, Oui. et de façon traditionnelle, Ouais. par imprégnation. J'ai moi-même pris le goût du racontage, j'ai appris à raconter des histoires comme lui, et quand je suis arrivé au Maroc, j'ai continué Oui, de vous raconter. continuez, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes. Avant de passer à votre troisième ou, je sais pas, quatrième vie, celle de journaliste, on va marquer une pause pour la rubrique triptyque et voir les photos que vous avez, les clichés que vous avez choisis. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Frédéric Calmet, c'est celle-là. Pourquoi? Alors en fait, c'était la troisième, mais c'est pas grave. C'est la troisième, c'est pas grave. On va la faire à faire les choses à l'envers. Alors, vous m'avez demandé de choisir 3 clichés, Oui. 3 photos qui m'ont Oui, qui vous marque. qui m'ont touché. Ouais. Et la dernière qui m'a vraiment touché, justement, c'est une photo, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, qui est sortie l'année dernière, en juillet. C'est une photo prise par le télescope James Webb Ah, et qui photographie l'univers et qui nous permet de remonter comme ça dans le temps, pratiquement jusqu'aux premiers instants de l'univers. Il faut se dire que chaque point sur cette photo, c'est une galaxie. Et Oui. avoir découvert de façon si nette, aussi folle, aussi incroyable, l'immensité de l'univers, la profusion de galaxies. Imaginez, nous, on est une petite
toute petite planète sur Oui. un tout petit point, sur juste un des petits traits là où il y a des millions de planètes dans notre galaxie. Et ce qui est génial, c'est que parmi ces c'est des étoiles et galaxies. ces planètes, il y a des millions d'années qui nous séparent quand on les voit. Absolument. On ne les voit pas à l'instant T. C'est ça qui est extraordinaire. C'est notre passé, en fait. Ouais, qu'on des voit millions, des aussi. milliards d'années-lumière. Des milliards c'est d'années-lumière. absolument considérable. Ouais. Et je me souviens d'être resté comme un enfant fasciné, un peu perdu devant ce cliché. Ouais. Deuxième cliché, qui est en fait le... Oui, il est le deuxième. Alors ça, c'est une photo qui m'a beaucoup touché, beaucoup accompagné. Vous les reconnaissez, ce sont des Hamacha. Oui. Et en même temps, cette photo, on dirait une peinture. Il y a quelque chose d'assez étonnant qui raconte... oui, ça aurait pu être une peinture presque de Delacroix, quoi. Qui raconte la part de l'héritage, du patrimoine, ce que portent en eux en termes d'histoire et d'ancienneté, en fait. Oui. C'est porteur de tradition. Et en même temps, c'est une photo. C'est une photo là qui a été photographiée il y a quelques années, et que cette tradition, elle est encore vivante, elle est encore là, et que cette tradition, elle est au demeurant encore très importante. Il faut la chérir et la protéger. Oui, essayer de la pérenniser, de la protéger. La troisième. Oui, c'est quoi cette photo? Qui était la première en réalité? Qui était la première. On va dire que c'est la première. Partait du Moyen Âge pour arriver justement à aujourd'hui. Et cette photo, moi, c'est une photo de l'époque. Ça veut dire que c'est une enluminure. À l'époque, il n'y avait pas de photo, mais on dessinait. Oui. Et je me souviens, adolescent, d'avoir été fasciné par cette enluminure, et qui résume un peu ma propre quête à moi. C'est une photo du Moyen-Âge. Un musulman. Enfin, c'est un musulman du sud des Pyrénées. Oui. Un chrétien du nord des Pyrénées. Et pourtant, les deux, ils jouent du même instrument. Les deux, ils jouent du luth. C'est vrai. D'ailleurs, le mot luth, ça vient du mot arabe, du mot oud. C'est le mot oud qui a donné le mot luth. Et le luth était le roi des instruments. D'ailleurs, on dit un luthier. Vous voyez, même si on fait des violons, on est luthier. Et il y en a un qui joue avec un plectre, le musulman joue avec un plectre, et le chrétien joue avec les doigts. Ce qui préfigure un peu les techniques. Ah, je viens de voir le détail. Voilà, les techniques plus tard. Et pour autant, vous voyez, c'est exactement le même instrument. Ils jouent ensemble, ils chantent ensemble, ils partagent le même savoir-faire, et ils se parlent, et ils célèbrent, ils chantent ensemble. Et c'est en droite ligne dans ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, depuis 20 ans que vous êtes là. Alors, il y a Frédéric Calmès, le journaliste, et ça fait des années, combien d'années, Authenticia? L'émission Authenticia, elle commence en fin 2009, je crois, début 2010. Quand même. Ça fait donc quelques ça fait années. 14 ans que vous présentez Authenticia dans une radio casablancaise. C'est un magnifique périple à la rencontre, loin des clichés folkloriques, et des sentiers battus, de l'artisanat et le savoir-faire ancestral marocain. C'est une très 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 belle émission. Alors, de la musique à l'artisanat, pourquoi? Parce que beaucoup de musiciens sont artisans. Deux raisons. La première, c'est que je suis moi-même passionné par l'artisanat. Je fabrique des instruments, je fabrique des luths, des ouds, et j'ai toujours aimé le geste, les matières. Et puis, en arrivant ici au Maroc, je me suis retrouvé très vite immergé au fond de la Médina de Fès avec les artisans, parce que les Hamacha sont pour la plupart des artisans en réalité. Et quand je me suis installé à la campagne, je me suis retrouvé avec des savoir-faire plus ruraux, mais encore des savoir-faire anciens, des savoir-faire manuels, des techniques. Et j'ai passé du coup des années entouré par les paysans, par les artisans, par les musiciens, par les troubadours aussi. Oui. Et étant moi-même fasciné par ces savoir-faire, adorant les découvrir, adorant parfois aussi les pratiquer, notamment la lutherie, assez naturellement, quand on m'a proposé de faire cette émission, une émission de rencontre avec les artisans, j'ai immédiatement Et c'est en Derija. Alors, vous avez eu un beau projet, une émission pilote, pour adapter cette émission radio à la télé. On espère que cette émission, qu'on pourra la voir un jour sur une télévision, ici, au Maroc, ou ailleurs.
On va voir un petit bout du pilote parce qu'il est vraiment top. Hein. Merci. Un extrait. Mon nom est Frédéric Calmes, mais depuis longtemps déjà, tout le monde m'appelle Youssef. Je suis français et il y a 13 ans, je me suis installé à Fès pour apprendre l'arabe, découvrir la culture du Maroc et m'initier à la musique. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de la confrérie soufie des Hamadcha. Emporté par ma nouvelle vie, je ne suis jamais reparti. Et depuis, passionné par les traditions, l'art et les savoir-faire extraordinaires du Maroc, je parcours le royaume du nord au sud et de l'est à l'ouest à la rencontre de ceux et celles qui font vivre cette culture authentique et rare. Bienvenue dans votre pays, bienvenue dans Authenticia. Alors aujourd'hui, nous allons droit vers le nord, à la découverte d'un savoir-faire millénaire et menacé, la poterie féminine du Rif. En tout cas, les débuts du pilote donnent envie. Merci. Envie. On espère voir ce projet se concrétiser. Et il nous reste la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que vous avez choisi et vous allez nous dire pourquoi. Chef-d'œuvre. Votre chef-d'œuvre, Frédéric Calmes, c'est ça, du zélige, du gaps, du plâtre. Absolument. Alors c'est un chef-d'œuvre qui n'est pas fait par un artiste, c'est un chef-d'œuvre collectif. Oui. C'est quelque chose qui m'a absolument bouleversé ici. Vous savez, c'est ce que les anciens appellent al-handasa al-muqaddasa, la géométrie sacrée. C'est sacré, oui. On appelle aussi l'art sacré musulman. Et le comprendre et le découvrir a été pour moi une source d'émerveillement qui ne tarit pas, en fait, encore aujourd'hui. Et la chose est simple, c'est qu'est-ce que c'est que l'art sacré musulman? Parce que les Européens, eux, ils se sont inspirés des Zellij. Vous savez, les métros parisiens, ils sont recouverts par des céramiques qui s'inspiraient justement des céramiques artisanales du monde oriental, et ils ont appelé ça les arts décoratifs musulmans. Or, je vous disais, c'est pas ça. Derrière, il y a là une signification qui est extrêmement belle et profonde. Vous savez comme moi qu'il est interdit pour les musulmans, normalement, de représenter figurativement le monde. De le dessiner, d'en faire des statues, ça, ce serait copier Dieu, parce que seul Dieu peut faire acte de création. Pour autant, les premiers artistes de l'islam, les premiers musulmans, les premières musulmanes, ils ont bien dû décorer le monde qui les entoure. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'avaient pas le droit de représenter, eh bien, ils ont observé la nature. Et ils ont remarqué que les formes fondamentales dans la nature, que ce soit dans les coquillages, les feuilles, les fleurs, du plus petit jusqu'au plus grand, même jusqu'aux galaxies, au cosmos, on a vu une photo tout à l'heure, eh bien, toutes ces formes-là étaient faites à partir de formes géométriques très très simples, mais qui en s'amplifiant, qui en se développant, acquièrent une beauté extraordinaire. Oui. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'art sacré, l'handasa al-muqaddasa. Les premiers artistes, ils ont dit on ne va pas copier Dieu, on va utiliser les mêmes outils de création de Dieu. Et ce que vous voyez là, dans les Zellij, dans les gaps sculptés, dans les plâtres sculptés, tout autour, dans les médersas, dans les maisons, dans les mosquées, tout ça, eh bien, ce sont des formes qui viennent toutes de la nature. Oui. Toutes ces formes-là existent quelque part autour de nous. Et elles sont faites de la même façon à partir d'une petite pattern géométrique très simple qu'on amplifie, qu'on développe et qui au final acquiert comme ça une complexité, une beauté inouïe. Et ce qui permet simplement, dans toutes ces maisons, dans tous ces espaces, qu'ils soient religieux, que ce soit des médersas, des mosquées ou même des maisons, c'est le même design, que l'on soit toujours entouré en réalité par la présence de Dieu. C'est ça que ça symbolise. Parce que c'est les mêmes atomes, mais c'est l'assemblage qui est différent. Voilà. C'est les mêmes. Ah, c'est magnifique. Oui, maintenant que vous me l'expliquez comme ça. Alors, un dernier mot, parce qu'on a débordé sur vos projets. Vous m'avez parlé de ce beau projet, des chansons en Darija. Est-ce qu'il y a autre chose qui se prépare actuellement? Un projet?
Alors, avec les Hamacha ou alors, avec... Nous espérons, avec les Hamacha, bien sûr, pouvoir recommencer à jouer, parce que Oui, le avec le Covid, Covid, oui. le Covid Oui, ça va. a un petit peu fait mal. Il y a peut-être des voyages qui se préparent, peut-être on croise les doigts, peut-être aller jouer À de l'étranger. l'autre côté de l'Atlantique, C'est pas mal. Inch'Allah. Et puis, nous continuons à travailler sur les spectacles de contes, nous continuons à raconter le Maroc extraordinaire, il y a d'autres spectacles à venir. Et puis, bien sûr, ce projet de chanson, les Wouled El Bled, Oui. qui est notre projet d'actualité qui nous tient beaucoup à cœur et dont les premières chansons vont sortir très bien. Bah, on attend impatiemment la sortie de cet album qui est très original et qui est très différent de ce que vous avez fait et de ce qui se fait, qui a vraiment un cachet tout à fait particulier, qui parle du quotidien, mais en dérija, puis avec de la musique, avec des messages. Et je vous remercie beaucoup, Frédéric Calmès, d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ce beau parcours. Et j'espère vous recevoir bientôt pour une autre actualité, un spectacle. Merci beaucoup. Merci, Merci à monsieur. vous. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.